Bienvenue dans la saison 2 de CamConf, le podcast. Enchantée, moi c'est Camille et je suis psychologue. La psychologie, c'est ma passion. Et aujourd'hui, j'ai envie de la partager avec vous. Si ça vous tente, je vous propose une thématique, des questions associées et on en discute. Réglez le volume de vos écouteurs car vous et moi, nous allons plonger dans les profondeurs du cerveau et explorer l'esprit humain dans toute sa complexité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de CamConf, le podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les enseignements que j'ai pu tirer de mes 5 années d'études de psychologie. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille, enchantée, je suis psychologue cognitiviste, mais également l'hôte de ce podcast. Mes études de psychologie, au-delà du fait qu'elles étaient totalement passionnantes, que j'ai appris énormément de choses, m'ont appris à la fois à comprendre l'humain dans des situations complexes, mais également dans des situations un petit peu plus normale, un petit peu plus quotidienne. Et c'est de la vie quotidienne que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de mettre en exergue les choses que j'ai apprises durant mes études de psychologie et qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Ces enseignements, je les tire de plein de disciplines de la psychologie. Puisque personnellement, je suis donc psychologue cognitiviste, mais en psychologie, il y a plein de disciplines. Par exemple, la psychologie du développement qui s'intéresse au développement des bébés qui deviennent des enfants, des adolescents et des adultes. On étudie le langage, la compréhension, la mémoire, la résolution de problèmes et aussi le développement des relations sociales entre enfants. Il y a aussi la psychologie clinique qui est ce qu'on pourrait appeler la psychologie en libéral, la psychologie en cabinet. Lorsque vous prenez rendez-vous avec un psy, c'est a priori un psychologue clinicien que vous allez voir. Ce sont des personnes qui vous proposent des thérapies à moyen ou à long terme. Il y a aussi la psychanalyse qui est encore beaucoup étudiée aujourd'hui en France en études de psychologie, qui est une façon de voir la thérapie à long terme. Je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard, puisque la psychanalyse, à mon avis, mérite bien un épisode à elle toute seule. Il y a également la psychologie sociale, qui est la psychologie qui étudie les interactions inter- et intra-groupes. Elle étudie l'influence sociale, l'influence des autres sur notre propre comportement, qu'on soit en individuel ou en groupe. Il y a également la psychologie différentielle qui étudie les différences entre humains. Il y a également la psychologie du travail qui s'intéresse à tout ce qui est par exemple risques psychosociaux et aux comportements que l'on adopte en situation de travail. Et enfin la psychologie cognitive qui est ma spécialité puisque j'ai réalisé 3 ans de licence de psychologie où j'ai étudié toutes ces matières et après j'ai choisi une spécialisation en master qui a été la psychologie cognitive. La psychologie cognitive, c'est une discipline qui étudie les grandes fonctions mentales, que ce soit le raisonnement, la mémoire, les apprentissages, la prise de décision, la résolution de problèmes, le langage, la compréhension et plein d'autres sujets. Personnellement, ma spécialisation m'a menée à m'intéresser plus aux apprentissages et c'est le domaine dans lequel j'évolue aujourd'hui. Fin du petit aparté sur la psychologie, aujourd'hui je vais vous livrer les enseignements que j'ai tirés de mes 5 années d'études de psychologie. C'est parti! Le premier enseignement, c'est le suivant. Si tu es stressé ou que tu te sens surstimulé, va marcher dans la nature. Alors cet enseignement, il peut paraître un petit peu bateau, mais je trouve qu'il est très intéressant pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, dans notre société, notre mode de fonctionnement, on est stimulé en permanence. Que ce soit au travail, à l'école, en études, ou même dans les moments, entre guillemets, dits off, avec tous les médias qui nous donnent à longueur de journée des informations intéressantes ou pas. Aujourd'hui, il est possible de rester connecté toute la journée. Et qui dit rester connecté, dit aussi parfois rester attentif. Il y a des programmes qui demandent d'être attentifs et d'autres non, mais c'est carrément une autre histoire. Aujourd'hui, on sollicite nos capacités attentionnelles à un niveau très fort. Lorsque l'on est en études ou au travail, on doit garder une attention focalisée sur ce qu'on est en train de faire et soutenir cette attention dans la durée. Je pense qu'on a tous déjà expérimenté ce moment où on arrive chez soi, on se pose enfin et on éteint notre cerveau en quelque sorte, puisqu'on a tellement été attentif dans la journée qu'on est juste fatigué. Eh bien, il y a un moyen de restaurer ces capacités attentionnelles. Imaginez que vous ayez comme une barre d'attention dans votre journée. Un petit peu comme dans les jeux vidéo, cette barre d'attention au début de la journée, elle est à 100%, et puis petit à petit, elle va descendre en fonction de ce que vous allez utiliser comme attention. L'idée avec cet enseignement, c'est qu'en fait, notre attention, même si on la vide, on peut la faire remonter à 100%. Et ce, grâce à une technique qui est de se mettre dans la nature.
Alors quand je dis se mettre dans la nature, on va dire que l'idéal c'est d'aller marcher dans un espace où il y a la nature, que ce soit au bord d'un ruisseau, dans une forêt, sur une plage ou sur un sentier en montagne. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se rendre dans la nature, en pleine journée, par exemple le midi au travail, il y a une solution et c'est ça qui est très intéressant. Il a été prouvé qu'une balade de 15 à 20 minutes dans un espace de nature permet de restaurer ses capacités attentionnelles. Ça veut dire que si le matin vous utilisez vos capacités attentionnelles parce que vous avez été très concentré sur un sujet, mais que le midi vous avez la possibilité d'aller faire une petite balade en forêt, l'après-midi vous revenez avec une attention restaurée et à 100%. Alors vous allez me dire, on n'a pas tous la chance et tous la possibilité d'aller marcher dans la nature le midi ou pendant nos pauses. Ce qui est très intéressant, c'est que cet effet de restauration de l'attention, il marche avec la vraie nature, mais il marche aussi si on écoute des bruits de nature ou si on regarde des vidéos de nature. Le fait de quitter les écrans pour aller en retrouver, c'est pas forcément bon, mais à mon avis c'est un autre sujet puisque là, ce dont on parle, c'est vraiment de restaurer ses capacités attentionnelles. En effet, vous avez déjà vu sur YouTube, je pense, ces vidéos de 3, 4, 5 heures de bruit d'eau, de bruit de cascade, de bruit de vent en forêt, qui viennent compléter souvent des images de forêt qui défilent. Eh bien, écouter ou regarder 15 à 20 minutes de bruit ou d'images de forêt permettrait de restaurer nos capacités attentionnelles autant que d'aller en forêt. Alors je vous l'accorde, le fait d'aller en forêt, le fait de se lever et marcher a bien évidemment un attrait supplémentaire puisqu'il nous permet de bouger pendant notre journée et on sait qu'on est tous beaucoup trop assis devant nos écrans. Et donc ce que je veux te partager, ce hack, c'est que la nature va te permettre donc de restaurer tes capacités attentionnelles par plusieurs propriétés. La première propriété, c'est la propriété de fascination. La nature, elle est partout, tout le temps, qu'elle soit toute petite au niveau des insectes ou très grande, avec des très grands animaux, des très grands arbres ou de très grandes étendues d'eau. La nature, elle a cette capacité à nous fasciner. Et cette fascination nous permet de mobiliser notre attention, mais de façon extrêmement légère. On appelle ça l'attention flottante. On n'est plus focalisé sur un point, mais notre attention est bien dispersée et regarde tout ce qui se passe autour de nous. Et cette attention, elle est sans coût excessif pour nos ressources. La deuxième propriété, c'est la propriété de contemplation qui va nous permettre soit de faire disparaître, soit de diminuer la sensation du temps qui passe. Et des autres propriétés aussi très intéressantes que sont la continuité et l'évasion. La nature est partout, elle continue partout et elle nous permet aussi de nous évader, de penser à autre chose, de fixer notre attention sur autre chose. Un article publié en 1984 dans la revue Science a montré quelque chose de très intéressant. 2 groupes de patients étaient hospitalisés dans un même hôpital. Dans un groupe, les patients avaient en face de leur fenêtre de chambre un mur. Et l'autre groupe de patients avait en face de la fenêtre de leur chambre un parc. Et il a été prouvé que les personnes qui avaient accès au parc depuis la vue de leur fenêtre étaient beaucoup moins anxieux et avaient aussi beaucoup moins de douleurs lors des examens. Et donc en parlant de stress, la nature a des effets de diminution du stress. La nature permet de réduire notre fréquence cardiaque, mais aussi notre pression artérielle. Elle permet de réduire notre niveau de cortisol, la cortisol étant l'hormone du stress. La nature permet aussi d'augmenter l'activité nerveuse de notre système nerveux parasympathique, qui est responsable de l'état de relaxation et de détente. Et enfin, la nature permet de diminuer nos émotions désagréables. Je pense qu'on a déjà tous fait l'expérience de vacances au bord de la mer ou à la montagne, qui nous ont permis d'être moins stressés, mais aussi de pouvoir laisser flotter notre attention. Et cela explique pourquoi écouter des bruits de nature lorsqu'on s'endort permet à la fois de descendre notre attention, et donc de baisser notre niveau de vigilance, mais également de diminuer notre stress pour bien dormir. Le deuxième enseignement dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui concerne la motivation. Tu ne peux pas être motivé tout le temps. Dans mes cours de psychologie, j'ai appris que la motivation, c'était quelque chose de pas forcément hyper facile à comprendre. La motivation a été définie comme plein de choses à la fois. Les besoins, l'instinct, nos passions, nos envies et bien d'autres, mais aujourd'hui, dans le paradigme actuel, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez impalpable, d'assez compliqué à comprendre. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que la motivation est très fluctuante et dépend d'énormément de facteurs. Et ces facteurs, il y en a 2 catégories.
On a les facteurs qui augmentent la motivation et on a aussi les facteurs qui sapent la motivation. Et des facteurs qui sapent la motivation, ça peut être par exemple la menace, la surveillance, le contrôle, la pression, les deadlines ou encore les évaluations. Mais là, on parle plutôt de motivations qui sont autodéterminées. Si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode à propos de la motivation, disponible sur Spotify. Et donc si je vous parle de motivation autodéterminée, normalement vous savez ce que c'est. Les motivations autodéterminées, c'est ce qui vient de nous. Et en fonction des niveaux, qui nous est soit imposé de notre extérieur, soit qui vient complètement de nous, des choses qu'on a totalement envie de faire. Et bien ces facteurs de sap-là, si on ressent qu'on nous contrôle, qu'on nous met une deadline ou qu'on nous évalue, va malheureusement faire baisser notre motivation à continuer l'action qu'on avait entamée pour nous-mêmes. Puisque ça voudrait dire que quelqu'un nous contrôle, quelqu'un nous regarde et quelqu'un va juger ce qu'on fait. Il semble nécessaire de réfléchir à pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu les fais vraiment pour toi? Est-ce que tu fais aussi la bonne chose? Puisque parfois on a un élan de motivation qu'on met dans une activité mais on se rend compte que c'est pas forcément celle qui nous correspond le plus. Mais si on a des facteurs de SAP, c'est aussi qu'on a des facteurs facilitateurs de la motivation. Et tu as sûrement déjà ressenti un élan de motivation lorsque la situation répondait à ces facteurs. Comme le fait d'avoir le choix. Lorsque l'on peut choisir, on est agent de son comportement et on démultiplie notre force de frappe. Les feedbacks positifs également sont des facteurs facilitateurs de la motivation, puisque lorsque l'on fait quelque chose, qu'on reçoit un feedback immédiat et positif, forcément ça nous pousse à vouloir retrouver le même feedback et donc à refaire la même chose et à s'améliorer. Un troisième facteur facilitateur, c'est le fait de s'établir des buts proximaux. Ça veut dire des buts réalisables et atteignables. Je pense que vous connaissez tous les objectifs SMART, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels, qui nous permettent de découper des tâches qui peuvent parfois paraître assez insurmontables en plein de petites tâches plutôt surmontables. Un autre facteur facilitateur, c'est la valeur de l'activité à tes yeux. Si l'activité à tes yeux ne vaut pas le coup de le faire, c'est sûr que ta motivation sera moindre. D'où le fait de bien réfléchir à est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je fais la bonne chose. Le troisième enseignement que mes études de psychologie m'ont appris, n'essaie pas de te couper de tes émotions. Je sais qu'aujourd'hui, les langues se délient un petit peu sur le fait d'accepter ses émotions et de pouvoir fonctionner avec elles, de les utiliser à bon escient, mais il y a encore quelques dizaines d'années et encore aujourd'hui dans certaines cultures et certains contextes, on demande aux gens de ne pas forcément être émotionnels. Et on parle même de gestion des émotions. On dit beaucoup aux gens gère tes émotions, alors que c'est pas vraiment possible de gérer ses émotions. J'en ai d'ailleurs parlé dans mon podcast sur l'intelligence émotionnelle, qui est également disponible sur Spotify. Je t'invite à aller l'écouter si le sujet t'intéresse. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu plein d'études qui ont montré que les personnes qui n'avaient plus accès à une certaine partie de leur cerveau, responsable en partie de la connexion de nos aires cérébrales, ont montré qu'en fait, lorsqu'on est coupé de nos émotions, on prend en général de mauvaises décisions. Puisque lorsque l'on prend une décision, il y a forcément un côté émotionnel là-dedans, et s'en couper, ce serait comme annihiler une partie du problème. En tout cas, si vous avez déjà réussi à prendre des décisions en faisant des tableaux de pour et contre avec uniquement des choses objectives, venez m'en parler puisque moi ça ne m'est jamais arrivé. À chaque fois j'ai essayé de faire des tableaux avec des choses, on va dire, objectives et mes émotions ont toujours repris le dessus. Enfin, c'est peut-être lié aussi à ma personnalité et notamment à mon profil d'énéagramme. Si ça t'intéresse, j'ai également fait un épisode là-dessus. L'énéagramme est le test de personnalité le plus vieux du monde. Bon, certes, il n'est pas validé scientifiquement, mais il peut être très intéressant lorsqu'on parle de prise de décision. Et d'ailleurs, une autre question que je me pose qui est en rapport avec ça, c'est de pourquoi on essaye aujourd'hui de plus en plus, en tout cas notre environnement, essaye de plus en plus de robotiser des humains, c'est-à-dire de leur faire émerger des capacités rationnelles et objectives, tout en enlevant tout ce qui fait d'eux des personnes uniques, donc par exemple des émotions. Je parle notamment des gens et des formations qui vous apprennent à gérer vos émotions, ce qui bien évidemment n'est pas possible et absolument pas recommandé. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on essaye d'humaniser et de rajouter des émotions à des robots finalement? Mais aujourd'hui, on a tous déjà vu, je pense, des vidéos de robots humanoïdes qui ont comme nous donc 2 yeux, un nez et une bouche, et à qui on va programmer des expressions faciales particulières. Là, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi on essaye, pour moi, de robotiser les humains et d'humaniser les robots. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu plus actualité, il y a une personne qui m'a fait écouter il y a quelques jours quelque chose qui m'a absolument retourné le cerveau et qui m'a aussi beaucoup inquiétée. Je connaissais bien évidemment ChatGPT où on écrit et l'intelligence artificielle nous répond par écrit, mais on m'a fait écouter une intelligence artificielle qui parle
absolument comme un humain. Il y a des tons de voix qui ne sont pas robotiques, qui pourraient totalement être pris pour une personne, avec un ton, avec un accent, avec une émotion, et qui fait absolument ce qu'on veut lui faire faire. Et de cette même IA, j'ai pu écouter ce même jour un faux podcast de 2 personnes qui étaient en train de discuter à propos d'un sujet et qui, au-delà du fait qu'elles discutaient entre elles, avaient des expressions et même des onomatopées qui sont pour moi très humanoïdes, comme des sons comme oh, ah, ou des choses comme ça qui sont vraiment pour moi caractéristiques de l'humain, qui vont au-delà en fait de la perfection d'un langage qui serait parlé par une intelligence artificielle. Mais là je m'égare, je sens que je vais un petit peu loin, mais si le sujet vous intéresse, j'ai prévu de réaliser un épisode avec un invité, et cet épisode-là va mettre à côté intelligence versus intelligence artificielle. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, c'est sûrement la première partie des enseignements que j'ai tirés de mes études de psychologie. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est le tout début de la chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Merci à tous ceux qui ont déjà regardé mes 2 premières vidéos, ça me fait toujours très plaisir et ça me donne envie de continuer, ça me motive pour continuer. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!